Bonjour et bienvenue dans ce 5e volet de notre cycle, la bibliothèque idéale, les grandes figures de la littérature japonaise 1880-1970. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une grande figure tragique, celle de Mishima Yukio, née à Tokyo en 1925, suicidée en 1970. Son geste spectaculaire, le seppuku à l'ancienne, très médiatisé, a contribué à le faire connaître en Occident. Mais il y a derrière cet acte, qui a servi à mythifier l'auteur, une œuvre magistrale et puissante qu'il nous faut apprendre à redécouvrir. Cette œuvre est largement traduite aux éditions Gallimard. On peut citer parmi de multiples titres « Le marin rejeté par la mer »,« Le pavillon d'or »,« La musique », ainsi que la tétralogie finale « La mer de la fertilité », qui hélas n'existe que dans une version ancienne traduite depuis l'anglais. Nous espérons bien sûr que bientôt une version traduite depuis l'original verra le jour. On note également la publication d'essais importants de Mishima et de pièces de théâtre qui ont été souvent mises en scène sur les plateaux français. Par exemple, Madame de Sade, 5 nœuds modernes, L'Arbre des tropiques. Je vais évoquer une œuvre inaugurale aujourd'hui, Les Confessions d'un masque, Kamen no Kokuhaku, dont une nouvelle traduction par Dominique Palmé vient de paraître en 2019 chez Gallimard. C'est donc celle-ci. Glissons-nous un instant dans la vie de l'auteur. Mishima est issu de la bourgeoisie, avec un père haut fonctionnaire et une éducation choyée, très axée sur les cultures traditionnelles sous la houlette de sa grand-mère. Il aime la poésie, le théâtre, et publie divers textes dès ses années de collège et de lycée. Son objectif est clair, devenir écrivain. Mais c'est la guerre et les temps sont bouleversés. Après avoir voulu s'engager en vain, il intègre en 1944, conformément aux vœux de son père, la faculté de droit de l'Université impériale de Tokyo, encore une fois l'Université impériale de Tokyo, qui deviendra Université de Tokyo en 1947 seulement, et il travaillera une brève période au ministère des Finances, tout en continuant de façon très active à publier des nouvelles et des essais dans différentes revues. N'y tenant plus, il quitte son poste pour se plonger dans une vie littéraire intense, choisissant le pseudonyme de Mishima Yukio, soutenu par Kawabata et par des camarades de l'école romantique. De fait, les œuvres de Mishima sont marquées par le lyrisme et sont ornées de nombreuses figures de style qui évoquent le maniérisme de certaines œuvres occidentales, comme celles d'Oscar Wilde, Rilke ou Radiguet, auxquelles il rend fréquemment hommage. Mishima est aussi épris de la mythologie grecque et se met à voyager, bien sûr en Grèce, mais aussi aux États-Unis. L'esthétique littéraire est chez Mishima celle de la construction classique, ce qui ne laisse pas d'être un peu paradoxal avec son maniérisme par ailleurs. Confessions d'un masque est un roman autobiographique, ou plutôt une autofiction, lorsque l'invention et la reformulation priment sur l'exigence de vérité. Cet ouvrage publié en 1949, alors que la guerre venait à peine de se terminer, permet à Mishima de se faire connaître au-delà du cercle amical. Un parfum de scandale, lié à l'aveu d'une homosexualité découverte puis brimée, renforce l'aura de l'œuvre. Il fallait une certaine audace pour aborder de front cette question, de telle façon qu'elle renvoie directement à la personne de l'auteur. Des descriptions crues, directes, parsèment le texte, ainsi de la longue référence au tableau du martyre de Saint-Sébastien, peint par Guido Reni, percé par les flèches, tableau qui fascine le narrateur, puis lui apporte l'extase. Déjà, c'était enfreindre les tabous, subvertir le conformisme, déranger les bonnes consciences. Mais Confessions d'un masque, c'est aussi un récit sur la mémoire, sur les souvenirs d'enfance et leur métamorphose, porté par un style d'une précision extrême, aux images sursaturées. Vous allez le voir, l'entendre tout de suite, avec un extrait qui correspond à une description de la mer, cette immensité mouvante vue par un enfant, dans la nouvelle traduction de Dominique Palmé. Revenant soudain à moi, je m'aperçus qu'on m'avait laissé seule sur un rocher. Un peu plus tôt, mon frère, ma sœur et moi étions venus jusque-là en quête de petits poissons d'argent cachés dans les flaques le long de la grève. Mais notre pêche ne répondait pas vraiment à nos attentes. Ma jeune sœur et mon petit frère avaient fini par s'enlacer. Une bonne était alors venue nous chercher pour nous ramener vers le parasol où s'abritait notre mère, sur la plage,
Mais comme j'avais refusé l'air ombrageux de me joindre à eux, elle était repartie avec les 2 enfants et j'étais restée seule. Le soleil de ce début d'après-midi d'été frappait sans cesse de ses claques la surface de la mer. La baie tout entière n'était qu'un immense vertige. Vers le large, les nuages d'été immobiles et muets plongeaient à demi dans les flots leurs silhouettes de prophètes, grandioses et attristées. Leur musculature était aussi pâle que de l'albâtre. De formes humaines, on n'en discernait point, à part sur les quelques yachts, canots et bateaux de pêche qui, partis de la plage, se mouvaient au large avec une sorte d'indécision. Un silence compact planait sur toute chose. Avec des airs de coquette qui minautent pour avouer ses petits secrets, la brise marine transmettait à mes oreilles, tel un insecte joyeux, ses battements d'ailes invisibles. Autour de moi, le rivage était formé de roches plates qui s'inclinaient docilement vers la mer. Seuls 2 ou 3 rochers, dont celui sur lequel j'étais assis, dressaient leurs formes abruptes. Des vagues à la rondeur d'un vert inquiétant venaient du large en glissant à la surface de l'eau. Les groupes de rocs blancs qui faisaient saillie dans la mer avaient beau contrer leur avancée en projetant très haut des bouquets d'écume pareils à des mains blanches réclamant de l'aide, ils baignaient dans une sensation de profonde surabondance et semblaient même rêver de bouées qui auraient rompu leurs amarres. Ce passage se poursuit ainsi longuement. La description s'envole, elle semble échapper à la maîtrise de l'intrigue pour tout à coup disparaître dans la brume du souvenir, car c'est un souvenir d'enfance. D'emblée, Mishima se situe dans une certaine marge qui va se renforcer par d'autres choix décisifs qui relèvent de sa vie personnelle. Donc là, nous changeons de plan. Mishima invite à ce changement de plan. Cela concerne la médiatisation de son corps et d'autre part l'engagement dans une idéologie impérialiste, ultra-conservatrice. Très rapidement, Mishima joue avec son physique, il le met en scène, il le travaille, il le muscle, en pratiquant des arts martiaux pour en faire l'objet d'autres regards, le modèle de certains films et albums photographiques par exemple. Ainsi, Mishima joue-t-il le rôle principal dans le film Yukoku, Rite d'amour et de mort, en 1965, adapté de sa nouvelle Patriotisme qu'il avait publiée en 1961 et qui reproduit les derniers instants d'un lieutenant putschiste qui avait participé au coup d'État nationaliste du 26 février 1936 et qui se suicide au moment de l'échec en entraînant sa femme dans la mort. Le suicide est un seppuku longuement filmé par la caméra. Bien sûr, cette mise en scène a été interprétée comme auto-prédictive ou auto-prophétique selon le degré d'intentionnalité que l'on peut prêter à cela. Mais qu'en est-il vraiment ? Nous n'avons pas vraiment de réponse. Mishima, d'autre part, s'enferre dans une idéologie de plus en plus marquée par le retour au passé et au pouvoir absolu divin de l'empereur d'antan. Pendant que la jeunesse japonaise entre pour sa part dans une période de contestation tous azimuts, résolument ancrée dans les différents mouvements marxistes à la fin des années 60. C'est donc dans un geste absolument anachronique, absurde quelque part, qu'avec les membres de la milice qu'il a formée, Mishima se donne la mort, en public, au quartier général de l'armée d'autodéfense japonaise en 1970, en novembre. Et me voici entraîné malgré moi vers la vie et donc vers le mythe de la vie de Mishima, alors même que je souhaiterais que ce soit son œuvre qu'on relise. Mais peut-on lire véritablement cette œuvre en écartant sa vie, alors que l'auteur lui-même avait intégré dans cette œuvre des morceaux si énormes, si complets de sa vie réelle. En 2020, l'on commémore le 50e anniversaire du décès de l'auteur. Un demi-siècle s'est donc écoulé depuis. La portée iconique des choix de Mishima reste très puissante. Mais elle n'interdit pas que l'on soulève d'autres voiles. Les productions alimentaires de Mishima, commerciales, ses romans de divertissement, de mœurs ou de science-fiction, commencent à susciter l'intérêt et à être traduites en langues occidentales. Ainsi, tout récemment, Vie à vendre, en japonais Inochi Urimasu, vient de paraître dans la traduction de Dominique Palmé, la même traductrice chez Gallimard, en même temps que sont parues des éditions en anglais et en italien. On va sans doute, dans les années à venir, découvrir un autre joueur, encore, derrière le masque de Mishima. Je signale, pour finir, qu'en cette année de commémoration, la Maison de la Culture du Japon à Paris diffuse également un podcast sur Mishima. C'est le spécialiste Thomas Garcin qui donne son point de vue sur la question, le problème Mishima,
et vous pouvez donc l'écouter pour en savoir plus. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse le relire, peut-être donc en écartant ces ombres permanentes qui pèsent sur la réception donc, de Mishima aujourd'hui. C'est la fin de ce cycle. J'espère que cela vous aura permis de découvrir peut-être d'autres aspects. Cela vous aura, je l'espère, donné envie d'en lire ou d'en relire. Je vous souhaite en tous les cas de très bonnes lectures et de découvrir encore d'autres auteurs. À très bientôt. Au revoir.